Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir Yaoundé. Toujours ravi de vous retrouver, madame, monsieur. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Bientôt 3 ans que la partie anglophone du Cameroun, à savoir les régions nord-ouest et sud-ouest sont en rupture avec les 8 autres. Corporatistes au départ, les revendications après le 1er octobre 2017 ont vu l'entrée en fonction des séparatistes, poussant ainsi la crise à afficher un autre visage, armé cette fois-ci. Depuis lors, les morts se comptent par centaines dans les rangs des belligérants, à savoir les forces de défense et de sécurité et les forces sécessionnistes, sans oublier les civils qui restent pris entre deux feux. Le nord-ouest et le sud-ouest sont devenus, au fil du temps, des zones presque de non-droit, ce qui, en l'absence de l'autorité investie de la force publique, pousse les séparatistes à régner pratiquement en maître. Ville-monde quotidienne depuis février 2019 et depuis février 2019 avec l'entrée en fonction d'un concept nouveau, à savoir le lockdown. Après celui de février visant à boycotter la 53e édition de la fête nationale de la jeunesse, ils ont décidé de remettre ça pour les mois de mai, principalement pour la fête du travail et la 47e édition de la fête de l'unité nationale. Nord-ouest et sud-ouest, madame, monsieur, après la création des comités d'autodéfense, on s'achemine vers le boycott des fêtes du 1er mai et du 20 mai. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Charles Koum. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Autou. Bonsoir à tous les compatriotes sur ce plateau, ainsi que tous ceux-là qui nous regardent derrière leur petit écran. Voilà, Charles Koum, vous êtes le président du syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents, Synicom. C'est bien cela? Tout à fait. Vous savez, les organisations syndicales ont pour rôle principal de défendre les intérêts des travailleurs, oui. Leur faire acquérir des meilleures conditions de vie et de travail. Et vous savez aussi que la qualité de la politique dans un pays, la manne ou la bonne gouvernance influe, a des incidences sur la qualité du travail et sur ces conditions de vie et de travail. C'est pour ça que nous, les syndicalistes, avons un mot à dire dans la gestion des affaires de la cité. Voilà, on parle de 20 000 instituteurs contractuels. Oui, tout à fait. Intégrés depuis 2005. Non, ils sont en cours d'intégration. En cours d'intégration. Oui, cela a débuté. Ça change quoi? Ils ne sont pas intégrés? Non, il y a près de 15 000 qui sont déjà intégrés. Donc il reste 5 000. Il y a plus de 5 000 qui restent encore à intégrer. Okay. Donc ils sont plus de 20 à 30 000 qui doivent encore être intégrés. Et nous louons ici les efforts du Minfopra, Joseph Lé, avec toutes ses équipes qui sont au four et au moulin pour essayer de rendre concrète ce vœu principal, cette préoccupation principale du Synicom depuis tant d'années. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation, Charles Koum. Voilà, à vos côtés, Bernard Wandji. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Wandji de l'Union des populations. J'ai du mal. Quand on parle du UPC, on a envie de se poser la question de quel UPC il s'agit. Vous êtes de quel UPC? Du PC comme le Cameroun. Oui. Original? Un et indivisible. Oui. Alors. Ok. Mais dernièrement, on a vu une sortie du ministre Paul Atangandi, disant que c'est désormais Balegelcote, le secrétaire général de l'UPC. Ce sont les péripéties, mais je pense qu'on avance. Ok. On avance. Après Bapolipot, c'est maintenant... Non, l'idéal serait d'avoir un seul secrétaire général. Ok. Actuellement, il reste 2 prétendants. M. Bapolipo, le député, et Balaguer Côte. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait 5 secrétaires généraux. Et à ma qualité de président du comité d'organisation du congrès, à votre micro d'ailleurs, j'avais assuré qu'il y aura congrès. Il y aura congrès, mais M. Bapolipo avait refusé de venir. Donc les autres sont venus. On avait élu Balaguer Côte. Donc maintenant,
il nous reste à trouver un petit point d'entente avec le MINAT pour qu'on ait un seul secrétaire général. Ok. Vous êtes aussi un fils de l'Ouest, on entend beaucoup. Qu'est-ce qui se passe réellement à Bangou? Il y a plusieurs chefs là-bas, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je suis Bangou, peut-être quelqu'un vous l'a dit. Oui. Dites-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, il n'y a pas plusieurs chefs à Bangou. Bon, nous avons eu une situation assez triste, oui, où le chef est décédé le 16 novembre dernier, après 39 ans de règne. Oui. Et il avait lui-même succédé à son père, qui avait gouverné 12 ans. Donc son père avait gouverné de 1967 à 79, et celui-ci donc de 79 à 2018. Oui. Et j'avais 15 ans, juste, et j'ai assisté à l'installation de son père, le chef Djobo, en 1967, installation solennelle. J'avais 15 ans, mais j'avais déjà le BEPC, donc je comprenais assez bien ce qui se passait. Et on nous avait expliqué qu'il assurait l'intérim, point. Voilà, j'avais 15 ans, j'avais le BEPC en poche, mais je comprenais parfaitement les enjeux. On nous avait expliqué. Et il se trouve que c'était deux de mes oncles. Un oncle paternel, du côté paternel, le commissaire Oueti, et un oncle du côté maternel, le député Abafoussam. C'est eux qui avaient donc œuvré pour que donc on ait un chef à la chefferie. Qu'est-ce qui s'était passé? Le 28 avril de la même année à 1967, donc dans 2 jours, le gouvernement avait pris un acte qui constatait la vacance de poste par rapport au chef légitime qui s'appelait Kebayou Paul Bernard. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il était parti en exil avec le chef Badekop, le chef Bansoa, rejoindre les leaders de l'UPC, les Boubier, les Wadi NS. Il était parti en exil les rejoindre. Donc, vos camarades. Voilà, c'était un chef historique de l'UPC, je le connaissais bien. Il venait souvent à la maison quand j'étais petit, j'étais dans les années 50. Donc, il était parti en exil, de gré ou de force. Bon, ça, on va en débattre. Mais toujours est-il qu'en 1967, donc après 7 ans de vacances, l'administration a constaté la vacance. Et selon la tradition, l'administration ne peut pas s'immiscer. Donc, l'administration s'est contentée de nommer un intérimaire. Et le fils de l'intérimaire a aussi succédé à l'intérimaire. Donc, maintenant, quand celui-ci décède, 2 événements ont eu cours. Premièrement, le chef Kebayou Paul Bernard est mort à Conakry en 1985, alors que son compère, qui était parti en exil avec lui, le chef Feuzeux de Badekop, à l'appel de Paul Biya, du président Paul Biya, dès qu'il a pris le pouvoir, il a déclaré que tous les UPCistes peuvent rentrer. Donc le chef Badekop est revenu et il a été remis sur son trône après quelques années de probation. Malheureusement, le chef Kebayou de Bangou est mort. Maintenant, le deuxième événement suivant, c'est quoi? C'est la loi d'amnistie des UPCistes qui a été prise en 1990. Les lois de 90-91. Même l'adversaire principal des UPCistes, c'est-à-dire le président Aïdjo, a été amnistié. Et ses fils ont bénéficié de ses enfants d'Aïdjo bénéficient de l'amnistie. Ils ont récupéré les maisons d'Aïdjo, avec tout ce qui s'accompagne, jusqu'aux nominations. L'un est nommé à la présidence, l'autre au palais de congrès, vous comprenez? Donc, nous demandons donc maintenant que s'il y a eu amnistie du président Aïdjo au bénéfice des ayants droit d'Aïdjo, qui est aussi amnistie du chef Kebayou au bénéfice de ses ayants droit pour récupérer la chefferie. Voilà. Ok, merci. Merci. Camille Ateba, bonsoir. Bonsoir Serge, merci de m'avoir convié. Voilà, vous êtes enseignant, mais surtout, c'est votre casquette de politique qui nous intéresse. Vous êtes consul du RDPC, mais aujourd'hui, vous êtes avec le professeur Koumondo à Univers. Je me réjouis du fait que vous m'ayez convié ce soir. Encore que ça fait 1 an jour pour jour, où vous m'aviez convié à Douala. Moins d'1 an? Oui, moins d'1 an, c'est ça. Oui, parce que Kinoxoa n'a pas 1 an. C'était en août 2016. Oui, ça, vous avez raison. Donc, je me réjouis d'être parmi vous ce soir et de votre production ici à Yaoundé. Et s'agissant de la question que vous avez posée, vous savez, la politique, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, la politique est une passerelle qui permet aux uns aux autres de se mouvoir
et de pouvoir apporter un développement conséquent envers ceux-là qui croient en eux, c'est-à-dire les populations, tous ceux qui composent la société, parce qu'au travers de la politique, nous envisageons, ou alors nous espérons un changement réel dans notre mode de vie, dans notre société, dans nos façons de faire, et un épanouissement social qui nous permet de pouvoir totalement nous mouvoir dans la vie. Mais lorsque donc vous êtes dans un bord politique, que vous appelez au parti politique, il y a ce qu'on appelle un projet de société. Alors, si ce projet de société, à un moment donné, qu'on peut vous présenter comme cette voie-là qui conduit vers l'espérance, vers l'épanouissement, et qu'à un moment donné, vous validez cela et que cela ne se concrétise pas de façon physique et matérielle sur le terrain, il est normal de réfléchir, ça y est, de marquer un temps d'arrêt, de revoir ses positions et puis de décoller de nouveau. Okay. En fait, c'est ça. Voilà. Et je voudrais vous rappeler, je ne suis pas venu parler du RDPC ici. Je m'appelle Camille Ateba. Je suis militant du parti politique Univers oui. Et membre du mouvement citoyen 11 millions. Okay. Parce qu'il n'est pas interdit à tous les membres du mouvement 11 millions de citoyens d'adhérer à d'autres formations politiques. Okay. Mais cependant, la convention qui lie les deux entités fait état de ce que Univers est un parti politique, 11 millions une entité citoyenne, oui. Mais les deux ensemble pour travailler comme nous travaillons actuellement. Okay. C'est ça la réalité. Voilà, Charles Lecomte, cette situation qui vient du nord-ouest et du sud-ouest, après, comme je l'ai dit, ce qu'on a vu lors de la 53e édition de la fête de la jeunesse, un boycott, un lockdown, ils sont prêts à passer à une autre étape, le boycott et du 1er mai et du 20 mai. Eh bien, monsieur Otou, il n'est pas superflu de rappeler que la crise anglophone a commencé avec les revendications syndicales. Oui. Et notamment les syndicats du secteur de l'éducation et les syndicats du secteur judiciaire. Alors, ils ont posé sur la table un certain nombre de revendications qui n'ont pas été suivies de très près par l'État. Et c'est là où je vais évoquer ici le principe... Qu'est-ce que vous mettez dans de très près? Oui, vous allez comprendre tout à l'heure. C'est-à-dire, ceux qui ont fait l'auto-école savent ce que signifie en conduite le temps de réaction. Oui. J'aimerais invoquer le temps de réaction oui. Pour dire que la crise anglophone a pris du volume aujourd'hui à cause du temps de réaction. Ce que le président de la République a appelé l'inertie, moi j'appelle ça temps de réaction. Temps de réaction parce que depuis la perception du danger, lorsque vous êtes un chauffeur, le temps de réagir... Vous pensez qu'on a perçu le danger puisqu'il y a des membres du gouvernement qui sont passés dans le déni, ils parlaient qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Bien entendu, il y a... Ça veut dire qu'on ne percevait même pas le danger, comme vous dites. Mais c'est ce qui s'est toujours passé, malheureusement. Moi, je suis syndicaliste. J'ai écrit plusieurs fois pour dénoncer ceci, dénoncer cela. Évoquer des préoccupations pertinentes des instituteurs, par exemple. Mais lorsque nous les présentons, le plus souvent, on dit, comme au quartier, faites d'abord, on va voir là où ils vont arriver. C'est ça le véritable problème. Le problème anglophone aurait été pris très au sérieux dès le départ, alors il ne serait pas à ce niveau. Les récupérateurs ne l'auraient pas récupéré aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, les 17 ou 18 revendications qui ont été posées sur la table étaient uniquement axées sur la marginalisation de la population dite anglophone dans notre pays. Alors, aujourd'hui, on a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions à cette préoccupation. Mais, avant qu'on y trouve des solutions, il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations, afin que l'État ne puisse véritablement se pencher sur le problème. Aujourd'hui, il y a un comité interministériel qui a été mis sur pied pour trouver des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants. Parce qu'on avait peur que les syndicats des enseignants dits anglophones ayant débuté l'action, que ceux du secteur francophone puissent emprunter le pas, prendre le train en marche. Alors on a mis donc ce comité en marche qui est en train de trouver des solutions aujourd'hui, notamment avec le Forum national de l'éducation qui est en préparation. Mais ces solutions sont venues à quel moment?
C'est ça le véritable problème. On aurait pu couper de l'herbe au pied des séparatistes, au pied des sécessionnistes. Voyez-vous, je vais revenir sur le cas du SNICOM dont je suis le président. À chaque fois, il a fallu que nous allions dans la rue pour présenter les principales revendications du SNICOM, que sont l'intégration des instituteurs contractuels et les recrutements des maîtres, des parents et titulaires de CAPIEM et CAPIET qui sortent des écoles de formation. Il a fallu que nous allions plusieurs fois dans la rue pour qu'on daigne. Aujourd'hui, ils sont en train de nous intégrer. Mais comment? Après combien de temps? Après que nous ayons fait des manifestations de rue, après qu'on nous ait arrêtés plusieurs fois, mis dans les cellules du commissariat central numéro 1, avec des vrais bandits. Nous sommes retrouvés là avec des vrais bandits. Il y en a qui, la première fois, ils ont essayé de nous faire boire des bouteilles d'urine. Heureusement, nous avions un peu d'argent pour payer les droits de cellule. Vous voyez, des honnêtes citoyens qui posent des problèmes sérieux, des problèmes pertinents, qui se retrouvent en prison, en cellule avec des bandits, juste parce qu'ils ont osé manifester. Alors c'est ce temps de réaction-là, ce que le président appelle l'inertie. C'est ça, on laisse d'abord faire, vous présentez des revendications, on laisse faire, on veut voir à quel niveau vous allez arriver. C'est ça le problème. On aurait pu couper l'herbe au pied des sécessions. Et je regrette aujourd'hui notre, excuse-moi pour chuter, notre camarade Tassan du Katou, l'un des syndicats anglophones, qui est aujourd'hui en prison, il a été emballé comme ça par les sécessionnistes et il est pressenti être le nouveau ministre de l'Éducation du supposé futur État ambazonien, parce que le temps de réaction a pris énormément. Ok. Bernard Wandi, je reviens toujours sur ce qui s'est passé en février dernier. Le lockdown, on a vu la fête, on va le dire comme ça, de manière froide, la fête boycottée. Peut-être pas, les gens avaient peur de sortir parce qu'il y avait une réelle menace. En dehors de Campé, on a véritablement vu la jeunesse sortir pour défiler ce jour-là. Et là, on remet ça pour le 20 mai. Qu'est-ce qui peut se passer? On sait ce que c'est le 20 mai dans l'histoire du Cameroun. Je voudrais tout d'abord exprimer ma satisfaction par rapport à ce que vient de dire mon président. Charles Cohn? Oui. C'est-à-dire le gouvernement ne réagit pas vite et ne prend rien au sérieux, sauf les bulletins de renseignement qui émanent des commissaires spéciaux. Et des là, ça va très vite. Oui, ça va très vite et puis ça atterrit sur la table là-bas. Mais tout le reste, ils ne tiennent pas compte. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dans la presse privée, dire tout ce que vous voulez à la radio, faire des marches même pacifiques, des marches blanches avec pancarte, avec des messages, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Donc il suffit donc que le sous-préfet, le commissaire spécial fasse le rapport pour dire rien à signaler. Une poignée d'individus ont fait ceci, rien à signaler, on classe. Donc c'est ça qui fait donc qu'à chaque fois, il y a l'escalade. Parce que la culture anglophone est différente de la culture francophone. La culture anglophone, ils ont, n'est-ce pas, les méthodes. Il y a les clap down, on tape les casseroles, on conduit sur les bouteilles quand vous êtes dans les réunions. Après, il y a les ghost town, les lockdowns, tout ça. Ils ont toute une série de méthodes non violentes même. Et à chaque fois, on monte en grade. Si vous constatez, à chaque fois, on monte en grade. Et ce n'est pas fini. Et c'est pas fini, n'est-ce pas, tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte. Je dis pas satisfaites, mais je dis au moins prises en compte. Parce que jusqu'à présent, je ne suis même pas sûr qu'on les a bien écoutés. Voilà, je revenais sur la question. Le 11 février a été boycotté. Si le 20 mai est boycotté, ça va pouvoir dire quoi par rapport à l'unité du pays? Non, tout ça... Ça va prendre un coup, l'unité? Je vous dis que ce n'est pas pour rien que tous ces termes-là sont de langue anglaise. Boycott, ghost town, lockdown, tout ça c'est pour frapper les esprits et remettre leurs revendications au premier plan de l'actualité. Okay. Voilà, et donc on cible, on calcule les dates, on calcule les événements, c'est bien calculé. Derrière tout ça, il y a une stratégie. Okay. Je ne sais pas qui élabore cette stratégie, mais il y a toute une école, n'est-ce pas, dans les pays anglo-saxons, n'est-ce pas, pour les revendications sociales et politiques. Voilà, Camille Ateba, sur cette... il y a un péril en la demeure par rapport à l'unité nationale si une partie du Cameroun ne fait pas, entre guillemets, le 20 mai. C'est une question très embarrassante. Parce que de nature, nous savons que
le 20 mai est une fête qui marque l'unité nationale. Et quand on parle d'unité nationale, cela fait appel à un regroupement tous azimuts, c'est-à-dire que faisant appel à toutes les entités de la République. Bon, maintenant, si vous avez donc, au travers de cette célébration de l'unité nationale, une frange de la population camerounaise qui décide de se désolidariser de cela, vous comprenez que foncièrement, il y a problème. Même comme jusqu'ici, nos gouvernants, je pense qu'ils sont en train d'accepter, de reconnaître maintenant qu'il y a un problème anglophone. Mais au préalable, au départ, ils n'ont pas voulu accepter cela. Mais c'est au travers de ces faits-là que progressivement, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des problèmes à une partie de ce pays. Je dis c'est déplorable et très désolant que nous n'en soyons arrivés là. Parce que, il me souvient, en 2016, en 2017, lorsque les prémices de ces revendications étaient déjà mises en branle, le gouvernement avait été interpellé là-dessus. Mais vous savez, cette façon indécise, et peut-être même à la limite méprisante, de nos gouvernants de gérer un certain type de problème d'ordre national ou d'intérêt national, nous a amené, nous a conduit à ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, parce que je suis en train de me rendre compte, ou alors nous nous rendons compte, de façon absolue, que le gouvernement même est en manque de solutions efficaces pour pouvoir résoudre ce problème qu'ils ont considéré au départ comme un épi-problème. C'est-à-dire qu'un épi-phénomène. Tout le monde demande le dialogue inclusif. Mais le dialogue inclusif, il est où? Le dialogue inclusif, quand on a... Parce que vous dites que le gouvernement manque de solutions. On leur propose le dialogue. Est-ce qu'ils ont essayé ça et ça n'a pas marché? Quand j'ai dit le gouvernement manque de solutions, Monsieur Serge, les propositions même qui ont été, ou alors les solutions qui ont été proposées jusqu'ici par le gouvernement, manque d'efficacité sur le terrain. Voilà. Quand on crée, par exemple, la commission de promotion du bilinguisme et autres, vous êtes sans ignorer, il y a ça hier encore, ce qui se passait au Bala. C'est à ce moment-là qu'on devrait voir cette commission, de façon avant-gardiste, gérer ce problème. On n'en serait pas là. Et cette situation que nous avons vécue au Bala est un prêt, ça dit que vient avec des précédents. C'est-à-dire qu'on a connu les mêmes problèmes à Iborova entre la communauté Bamoun et les Boulous. On a connu le même problème à Ambam avec l'Intoumou et les Bamoun. On a connu le même problème à Kiosi. C'est pour dire que cette commission, en fait, son travail régalien devrait être cela, c'est-à-dire promouvoir ce multiculturalisme. Mais ils ne le font pas. Moi, je les vois plutôt dans des conférences décorer les membres de leur commission, alors que jusqu'ici, je ne sais même pas quel travail ils ont élaboré pour qu'on puisse les décorer. Je les vois tenir des séminaires au palais des congrès et autres, sans objet. Mais maintenant donc, ce sont entre autres choses. Justement, permettez Camille, justement, on a fait ce débat à Douala, et un membre de cette commission m'a appelé pour me dire que c'est sur l'ensemble de leur œuvre. Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils ont travaillé longtemps. Je continue à penser que ces hommes restent sous une forme théorique. Oui. Et pour l'instant au Cameroun, nous avons besoin des gens qui sont à même de nous apporter des attitudes pragmatiques, à même de gérer des problèmes qui sont d'ordre réel et quotidien désormais. Parce que dans la mesure où nous avons eu l'impression au départ que c'était des problèmes d'ordre corporatiste, les enseignants sont descendus dans la rue, les avocats et autres, et puis on a vite fait de trouver quelques solutions intégrées, ça, nommer des ministres venant de la zone anglophone à des postes, comme on appelle des ministères de souveraineté, mais ça n'apporte pas des solutions. Ça veut dire que le problème clé, réellement, au travers de tout ceci, c'est le mal-être des Camerounais à la base. Parce que cette façon que notre gouvernement a à gérer les problèmes du Cameroun de haut amène les uns et les autres à se considérer comme étant des citoyens à part et non des citoyens à part entière. Okay. Et c'est pourquoi j'ai été dans d'autres plateaux et j'ai dit, même l'appel lancé au peuple par le président de la République est un appel que le peuple peut épouser par orgueil pour le peuple, pour la République du Cameroun. Mais si de façon foncière nous regardons, nous n'avons rien à faire de ça, parce que quand tout se passe bien, c'est un groupuscule d'individus qui profitent de ça. N'a rien à faire avec l'appel de... Non, je vous dis que de façon orgueilleuse et de façon civilisatrice, si vous voulez, nous sommes appelés à adhérer à cet appel. Oui. Mais si nous regardons dans les méandres internes du Cameroun, il faudrait que ceux-là qui nous gouvernent se voient au travers d'un miroir et se demandent si réellement ils sont venus... Vous ne répondez pas à l'appel de Paul Biya. On va répondre, mais cependant, il faudrait que, lorsque ça devient aussi bien, qu'ils pensent au peuple. Il ne faut pas seulement appeler le peuple lorsque ça devient menaçant de part et d'autre. L'Union européenne appelle à ceci et tout, on commence à appeler le peuple à soutenir le pays. Il faudrait aussi que
On pense au peuple lorsqu'il faut faire une répartition des richesses de façon équitable ou alors équilibrée pour permettre à chaque entité, selon son bord, de pouvoir s'épanouir le fisc au minimum. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le mal-être, tout ce que nous avons au jour d'aujourd'hui. Quand vous voyez des gens, à un moment donné, même le 20 mai, ils balaient d'un revers de la main. Le 1er mai, ils trouvent en cela une opportunité pour essayer de s'exprimer. Il faut comprendre que même dans leur amour propre, ils se sentent désormais étrangers dans ce pays. Alors foncièrement, il faudrait revoir un ensemble de choses. Et des choses basiques qui voudraient que le Camerounais a besoin d'eau, il a besoin d'aller à l'école, il a besoin d'un salaire décent lui permettant de payer son loyer et autres. Ça dit le minimum requis. Il est anormal qu'on nous dise que le pays va mal, mais qu'on parvienne quand même à réussir un exploit, à trouver 3 000 milliards dans un domicile d'un ancien ministre. C'est pas sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, Stéphane Koum, l'autre problème, si dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, c'est on arrive un peu à ce qu'on a vu dans la région septentrionale par rapport à Boko Haram, c'est-à-dire l'organisation, la création des groupes d'autodéfense. Est-ce que les jeunes s'organisent pour défendre leur quartier? Est-ce que ça peut marcher comme on l'a vu, comme ça a marché dans la région, dans le septentrion du Cameroun? Bien entendu, c'est une solution qui semble avoir des résultats, étant donné que ces groupes d'autodéfense sont des entités capables de donner le vrai renseignement. Oui. Ils sont infiltrés un peu partout dans la population et l'armée républicaine se sert des informations données par ces groupes d'autodéfense pour traquer ces bandits de Boko Haram. Donc, c'est une... Là, nous sommes dans la région anglophone. Oui, je suis d'accord. Ils veulent faire comme dans le septentrion. C'est la même chose qui se passe également qui doit se passer également dans la zone anglophone. Sauf que là-bas, le problème est beaucoup plus complexe. Oui. Complexe parce que vous allez demander à ceux-là qui, comme mon frère Camille Ateba le disait tout à l'heure, ceux-là qui sont victimes du mal-être, victimes de la mauvaise répartition des richesses nationales, de préserver le pays. C'est vrai, l'appel du président de la République, il est républicain. Nous devons y adhérer si nous voulons véritablement garder le seul pays que nous ont légué nos ancêtres. Mais demander aux gens qui vivent mal de défendre le territoire et qu'après, lorsque ça va bien, comme le disait Ateba tout à l'heure, qui ne ressentent pas une redistribution équitable des richesses de la nation, ça semble être une équation véritablement très complexe dont on ne pourrait pas trouver une solution adéquate. Donc moi je pense que créer des groupes d'autodéfense, c'est bien, mais il faut s'assurer que ces groupes d'autodéfense ne voudront pas jouer le double jeu. C'est-à-dire, au lieu de renseigner l'armée camerounaise, voudront plutôt renseigner les sécessionnistes. Vous voyez, j'ai vu récemment un crime odieux qui s'est perpétré dans cette zone-là, notamment un élément du BIR qui a été décapité. Voilà. Donc, voilà un gendarme qui a été décapité. Vous voyez, c'est des renseignements. Ils ont été renseignés. Ils savaient que dans ce cas-là, il y avait des éléments. Donc, c'est ça le piège dans lequel on ne devrait pas tomber. Parce que au niveau de la région septentrionale, c'est beaucoup plus facile de créer des comités d'autodéfense. Mais dans la zone anglophone, il faut s'assurer que ceux-là qui jouent à ce jeu-là sont véritablement des patriotes. Okay. C'est un peu ce que je peux dire à propos de ce sujet. Bernard Wandi, est-ce que ce sera chose facile? On sait quand même que la menace venait du Nigeria, Boko Haram. Donc forcément, la population a composé avec nos forces de défense et de sécurité. Ici, là, c'est un peu plus compliqué. C'est un problème interne entre Camerounais. Est-ce que les comités d'autodéfense, ça peut marcher comme ça a marché dans le septentrion? Bon, il se trouve que j'ai travaillé dans la diplomatie aux Nations Unies, dans plusieurs pays africains et tous les pays en guerre. Oui. Et dans la grille d'analyse, il y a 3 questions qu'on pose quand on se retrouve face à une situation. Que veulent ces gens-là? Donc on demande, is it a legitimate cause? Est-ce que la cause est légitime? Et on débat. Ce qu'ils demandent, est-ce que c'est légitime? Deuxième question, is the cause strongly
wanted by the population. Est-ce que la population adhère à cette idéologie et avec force? Et puis la troisième question, do they have credible interlocuteurs? Voilà. Donc, il se trouve que malheureusement, depuis 3 ans que la crise anglophone dure, pour les 2 premières questions, malheureusement, la réponse est oui. Oui. Le problème se situe au niveau de la troisième. Donc, au niveau des interlocuteurs? Trouver des interlocuteurs. Alors spécifiquement, je disais ça spécifiquement par rapport à l'autodéfense. Quand la cause est fortement voulue par la population, vous mettez en place l'autodéfense, ils vont travailler contre vous. Si l'armée loyaliste met en place le comité d'autodéfense, puisque la population veut cette cause, alors ils vont travailler, c'est arrivé donc contre-productif. Donc, les comités d'autodéfense... La population veut quelle cause? It's because strongly supported by the population. Vous avez la réponse chaque fois. Quand on décrète Ghost Town, la population adhère. Quand on dit... Est-ce qu'elle a le choix? Attendez. Quand vous avez ouvert le débat, vous avez dit qu'il y a un lockdown. Oui, lockdown. En tremblant, mais c'est un lockdown. Mais ça veut dire que la population va faire lockdown. N'est-ce pas? Elle va faire. Est-ce qu'elle adhère au lockdown? Une sorte d'adhésion forcée. Voilà. Donc là, maintenant, maintenant, on dit. Non, je suis désolé, mais sont vos états d'âme. Sont vos états d'âme. Parce que si la population adhère. Si on a encore là à demander si la population anglophone adhère à la cause, c'est que donc, on a 10 ans de retard avant de commencer à prendre le problème au sérieux. Si on adhère encore là, dit qu'on les a forcés. On les force. On force les populations à fermer les écoles, les boutiques, à ne pas travailler. On les force. Si on adhère, ben, il y a tous les services de renseignement. Ceux du Cameroun comme ceux, n'est-ce pas, des pays amis, des ONG, qui ont fait des enquêtes. N'est-ce pas? Qui ont fait des enquêtes. Donc, vous pensez que c'est moi qui vais vous dire aujourd'hui quel est le taux d'adhésion de la population, si c'est 60% ou 92%, c'est moi qui vais vous dire ça. Bernard Wandji. Camille Ateba, sur cette question, on veut comprendre. Non, c'est quand même bizarre parce que je pense que... Est-ce que le problème, est-ce que les comités d'autodéfense, ça peut marcher comme ça a fonctionné à l'extrême nord? Non, vous savez, dans cette région-ci, partons d'un niveau basique pour arriver vers le sommet. Oui. Généralement, même dans nos quartiers, quand à une certaine époque, étant un peu plus jeune, nous connaissions un phénomène de grand banditisme, oui. Au vu du laxisme, de l'indolence et de l'inefficacité, peut-être des commissariats et des brigades de gendarmerie qui étaient tout autour, les populations ont pris sur elles de s'organiser pour protéger leurs biens dans un quartier. Et vous voyez donc que quand des gens décident de se mouvoir de cette façon, vous comprenez que l'État a fui ses responsabilités. Alors, dire qu'au travers d'une crise majeure comme celle que nous traversons là, que les gens, pour protéger leurs intérêts, leur patrimoine et autres, dans un pays, dans une république comme celle du Cameroun, se sentent obligés de s'organiser en groupe d'autodéfense, alors qu'il y a une armée républicaine, il y a une police, il y a une gendarmerie qui sont chargés de maintenir l'ordre public, sauvegarder les biens et des personnes et autres. On vous dit que des gens s'organisent en autodéfense. Pour un problème aussi majeur, je dis il y a danger. Quand bien même ils s'organisent, c'est même un exploit s'ils s'en sortent. Ils utilisent quel matériel? Comment font-ils face aux assauts répétés de ces groupes rebelles ou de ces voyous qui viennent les attaquer? Il faut s'interroger. Et là même moi je pense même que c'est même quelque chose à ne même pas encourager lorsqu'il y a une crise majeure comme celle-là, parce que au travers de ces groupes d'autodéfense peuvent se greffer même d'autres groupuscules d'individus malveillants qui peuvent se servir de ce sillage pour perpétrer d'autres exactions. Parce qu'il faut encore qu'il faut identifier même ceux-là qui font partie de ces groupes. Mais je dis que véritablement, Serge, pour être de façon honnête et claire, il faudrait qu'on soit conséquent envers nous-mêmes et que l'État prenne ses responsabilités. En tant qu'enseignant, je n'ai pas besoin de revenir ici sur la définition fondamentale de l'État. Mais quand on dit État, ça veut dire un ensemble d'aspects visant à protéger une population vivant à l'intérieur d'un territoire bien circonscrit et qui est organisé selon des lois et selon une réglementation qui fait de cela
un État formel, une république. Alors lorsque vous constatez que des populations maintenant se sentant non protégées décident de le faire, c'est même pas de façon formelle, c'est pas bien. Il faudrait donc que ça démontre ici, ça met en exergue ici justement ce mal-être que j'étais en train de dire, parce que les gens se sentent abandonnés et se retrouvent donc en train de devenir eux-mêmes en même temps les créateurs de leurs richesses et les protecteurs de leurs richesses face même à des ennemis qui viennent de l'extérieur alors qu'ils sont dans un état formel qui a des règles de fonctionnement et des lois et autres. Donc curieusement, il faudrait véritablement que nous nous montrons sérieux. Charles Lecomte, sur cette situation, on a vu des initiatives, surtout celle du cardinal Toumi et 3 autres hommes d'église, et il y a 2 musulmans et 1 protestant. Sur cette initiative, la conférence générale anglophone, elle n'arrive pas toujours à se tenir. On pointe un doigt accusateur sur le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute initiative visant à la résolution de ce problème, pourquoi ça coince? Monsieur Serge Otou, malheureusement, c'est une situation qui a été brûlée à l'autel des intérêts égoïstes. La lecture que je peux en faire est celle que, disons que certaines personnes proches du pouvoir n'ont pas voulu que cette initiative salvatrice, si jamais elle avait des résultats assez probants, puisse venir d'un personnage assez contesté par certains turiféraires de l'État, que cette initiative puisse prospérer, surtout venant du cardinal Christian Toumi. Donc elle a été brûlée, elle a été saccagée à l'autel des intérêts. Pourtant, on aurait bien pu y arriver et voir ce que ça donne. Aujourd'hui, on ne serait pas en train de regretter le fait que la conférence anglophone n'ait pas pu se tenir. On serait en train plutôt de dire, quels sont les résultats qu'elle a apportés? Vous voyez donc, la plupart du temps, malheureusement, c'est comme ça que notre pays est gouverné. C'est-à-dire que les intérêts personnels passent beaucoup plus que les intérêts d'État, les intérêts globaux. Alors, je voudrais revenir sur les comités d'autodéfense. Oui. Pour dire que lorsque c'est une initiative qui vient des populations, elle prospère. Parce que là, les populations se sentent obligées de protéger leurs intérêts, comme ça se fait dans la région septentrionale. Nous avons nos maisons, nous avons nos bétails, nous avons nos biens qu'il faut protéger, alors nous nous organisons. Ça se fait d'ailleurs à Douala, Yaoundé, des quartiers qui constituent des comités d'autodéfense pour défendre. Lorsque l'initiative vient des populations elles-mêmes, elle prospère. Mais lorsqu'elle vient de l'État, surtout dans une zone où la population adhère mal à l'initiative, ça ne peut pas donner. Je me rappelle, avant que nous arrivions aujourd'hui à notre intégration à la fonction publique, et notamment au recrutement des maîtres, des parents et titulaires de Capiem et Capiette aujourd'hui, nous avons menacé également de boycotter le 20 mai, de boycotter la fête du travail. Alors pourquoi devons-nous souvent en arriver là? C'est ça le véritable problème. Donc il faut que le temps de réaction, comme je l'ai dit, qui a souvent causé d'énormes catastrophes sur le plan de la conduite, sur le plan chez les chauffeurs, il faut que ce temps de réaction puisse être véritablement implémenté, que nos gouvernants en soient imprégnés, de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a des revendications, à chaque fois qu'il y a des problèmes posés sur la table, qu'on cherche, qu'on s'active pour chercher des solutions, et des solutions durables, pas des solutionnnettes, si vous pouvez me permettre le terme. Ok. Bernard Wandi, parlant de solutions, il y a la classe politique camerounaise qui réclame ce dialogue inclusif depuis un bon bout, mais on a vu la semaine dernière le Parlement de l'Union européenne à travers sa résolution qui demande aussi, et on a vu par la suite, la sortie, membre du gouvernement, du Parlement camerounais, du président Paul Biya lui-même. Est-ce que tout ça, on s'achemine vers ce fameux dialogue inclusif?
Je ne crois pas. Pour sortir de la crise. Je ne crois pas. Tout d'abord, la démarche du Parlement européen, je ne sais pas pourquoi certains journaux ici ont qualifié ça d'ingérence. Mais c'est comme si c'est le Cameroun qui est visé. Le Parlement européen a ses méthodes de travail. Bon, quand on ouvre le dossier du Cameroun, les parlementaires travaillent, font leurs résolutions, et ils remettent à la Commission, c'est-à-dire qu'il y a l'exécutif. Parce que tout ce que l'Union européenne a dit là, c'est au niveau du Parlement. Oui. Ils remettent ça maintenant à l'exécutif pour voir s'il peut appliquer, s'il peut rendre ça exécutable, enforce, comme on dit en anglais. Dans la même semaine, le Parlement de l'Union européenne a pris une résolution presque dans le même sens à l'encontre de Brunei, le sultanat de Brunei, là-bas à côté de l'Indonésie. Mais ça n'a pas soulevé là-bas, il n'y a pas eu là-bas levé de bouclier. Moi, je ne comprends pas. Tout le monde ici s'est hérissé. Il parle d'injonction, Tout qu'il y a ça beaucoup d'injonctions, le sultanat de une kyrielle de contre-vérités pour a citer fait le l'objet ministre a dit. d'une résolution dans le même sens. Le respect des droits de l'homme, l'usage excessif de la force, le droit de manifester, de tenir en compte les minorités, même chose. Il est tenu. Mais dès que c'est le cas du Cameroun, on pense que le Cameroun est le nombril du monde, et que, n'est-ce pas, dès qu'on est frôle, on frôle un peu le nombril du monde, n'est-ce pas, oh, tout le monde se hérisse. Non. Il y a des choses qui ont été éditées dans les résolutions point par point. Au lieu de regarder ces points, pourquoi on travaille dessus, on dit non, il n'a pas qualité. Le Parlement européen n'a pas qualité. Mais quand même, c'est d'abord, je crois, le premier aspect du débat. Est-ce que le Parlement européen a qualité pour, n'est-ce pas, débattre là-bas chez eux des questions qui concernent le Cameroun? Ok. Camille Ateba, sur ce fameux dialogue inclusif, on a vu, hein, comme a dit Bernard Wandji, cette levée de bouclier, parce que certains disent qu'il y a le complexe de l'Européen. Alors qu'on le réclame depuis un bout, ici au Cameroun, il n'y a pas eu cette levée de bouclier là. Non, je continue de dire, hein, si nos gouvernants peuvent descendre d'un cran, parce qu'ils aiment toujours parler de monter d'un cran, si eux aussi peuvent descendre d'un cran et être un peu plus proches du peuple, je pense que certaines choses pourront changer. Moi, je m'étais érigé contre ça quand j'ai vu le SDF en 2018, qui, à un moment donné, a commencé à manifester parce qu'ils ont voulu faire passer le débat sur la crise anglophone, et que cela avait été rejeté par ceux qui ont la majorité, qui estimaient que ce n'est pas le lieu où il faudrait parler de ça ici. Et ça a créé tout le tintamarre que vous avez connu avec le président de l'Assemblée nationale qui disait, pendant que les députés du SDF disaient « le Cameroun va mal », et le président de l'Assemblée nationale rétorquait « c'est le SDF qui va mal, le Cameroun va bien ». Une cacophonie à nul être pareil. Si on ne parle pas des problèmes du pays dans un parlement, où est-ce qu'on parlera de ça? C'est quand même une curiosité. Donc il y a une volonté manifeste à ne même pas parler, d'aplanir cela et que de façon réelle, entre nous, on se regarde dans les yeux et qu'on dise de vive voix ce qu'il faut faire pour résoudre cela. Le dialogue inclusif dont vous parlez, M. Serge, ce n'est pas un discours. Ce sont des faits. Et le régime en place, majoritairement RDPC, nous a habitués à ça. C'est des slogans creux, des discours vagues, même matériellement et de façon physique, une roublardise tous azimuts. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi je voudrais dire ici, c'est le lieu ici de dire que véritablement, les mentalités évoluent. Le Camerounais de 2019 n'est plus le Camerounais de 1972 ou de 82. Il faudrait que notre président, après 36 ans de pouvoir, qu'il s'arrime à ça et qu'il écoute beaucoup plus. Parce qu'il y a 71% de Camerounais qui l'ont élu en octobre, parmi lesquels moi-même. Il faudrait donc qu'ils nous comprennent. Ce n'est pas cette classe élitiste qui l'entoure et qui pense que vraiment tout va bien, on vient lui dire ça va bien et tout, il reste aussi au niveau du palais et autres, il cherche à savoir exactement si la vérité des faits est vraiment ce qu'on lui a apporté. Moi, à l'époque, je pensais que quand je serais fonctionnaire, j'aurais plus de problème. Mais je vous dis, j'ai pas de vie. Il y a des salaires dehors, mais je ne vais pas à la banque parce que ce qui m'attend là-bas, je ne sais pas. Pour dire que les charges sont énormes, parce que derrière un emploi ou un salaire comme celui-là, j'ai payé 30 personnes que j'y ai. C'est vous dire que le mal est creux. Et si on ne trouve pas de solution, il y aura des ingérences, entre guillemets, comme celle que vous avez là de l'Union européenne. Mais curieusement, pas d'ingérence. C'est une ingérence? Bon, j'ai mis entre guillemets. C'est pour dire que certains pensent que c'est une ingérence. Mais cependant, quand on allait signer des accords d'APE avec l'Union européenne, on ne parlait pas d'ingérence. Lorsque l'Union européenne nous accompagne dans les projets économiques du pays, on ne parle pas d'ingérence.
Mais du moment où ils apportent une observation sur un fait de vie réel que nous gérons depuis 3 ans, on parle d'ingérence. Le Cameroun est le seul pays au monde actuellement où on voit le complot partout. Ahmad vous dit que les stades ne sont pas prêts, vous voyez ça un complot. Amnesty International vous dit qu'il y a ceci, il y a telles exactions, vous voyez ça un complot. Quelqu'un fait ceci, vous voyez ça un complot. Quel est ce pays où on voit seulement le complot partout? Essayez un peu de vous revoir vous-même si vous voulez. Oui, Charles Cour. Je voudrais juste rappeler qu'il y a effectivement un complot pour ce qui est de la crise sécessionniste. Cette crise ne peut pas émaner forcément des populations. Les populations anglophones ont posé au départ des revendications corporatistes, mais qui ont été récupérées, bien entendu, par ces Européens-là, qui jouent à double jeu. Il faut dire que l'Union européenne a refusé, a été contre la crise catalane, la sécession catalane en Espagne. Ils ont été contre. Mais au Cameroun, ils essayent de jouer un double jeu. Alors nous devons en même temps reconnaître, tout à fait. Non, il y a un problème, ils demandent un dialogue. Je suis d'accord. Quand deux parties ne s'entendent pas, il faut je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que c'est encourager la sécession? Sur l'ensemble des résolutions qu'ils ont publiées, que j'ai lues, il y a du vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'on ne nous parle pas d'ingérence ou de non-ingérence. Parce que l'action de l'Union européenne actuellement, elle est c'est un double jeu. C'est eux-mêmes, à travers certains lobbying, qui actionnent les leviers de la crise anglophone. C'est eux qui veulent s'accaparer des richesses nationales. Alors, il ne faut pas qu'ils jouent à ce double jeu. Nous devons être simplement vigilants dans cette histoire. Ok, voilà, madame, monsieur, on va donc faire un tour du côté de Douala. On nous attend, comme tous les vendredis, Nadine Yambou pour l'édition du 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 3 invités. Madame, monsieur, place tout de suite à la pause journal. Réservé au débrief est toujours en compagnie de Bernard Wandji, Camille Ateba et Charles Coun. Je commence toujours avec vous, Charles Coun. Vous avez suivi cette, on va dire, une espèce de happy end pour cette histoire, l'histoire de William et Wilfried, deux jeunes, des mineurs, il faut le préciser, qui ont passé 4 jours à la prison centrale du Konegi. Tout à fait, monsieur Otto, ce sont mes élèves, parce que j'enseigne des enfants qui ont leur âge. Et je suis vraiment très heureux du dénouement, heureux, si je peux me répéter, qui a été trouvé à cette affaire. Mais au-delà des pleurs, au-delà des lamentations que j'ai vues tout à l'heure de la part des mamans, moi je dirais tout simplement que c'est pas à ce niveau-là qu'il faut se lamenter sur l'éducation de notre jeunesse. C'est d'abord au niveau... L'éducation d'un enfant commence 9 mois avant sa naissance. Vous devez déjà préparer quel type d'enfant vous devrez avoir. Lorsqu'aujourd'hui les gens font les enfants n'importe comment, et lorsqu'ils sont nés, on galvaude complètement leur éducation. On ne leur enseigne pas les valeurs. Mais ces enfants sont allés voler, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà reçu l'éducation de prendre la chose de quelqu'un d'autrui. La chose d'autrui sans pouvoir demander. Il faut déjà commencer à inculquer aux enfants à la maison cette notion-là. Et c'est lorsque je suis en classe, j'insiste pas beaucoup sur les leçons qu'il faut enseigner, sur des notions qu'il faut faire acquérir aux élèves. Mais j'insiste beaucoup plus sur des compétences qu'ils doivent acquérir. Des compétences sur le plan moral, beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation de la jeunesse est en train
véritablement de prendre un grand coup. Lorsque des enfants à cet âge arrivent à voler 200 000 francs, mais c'est grave. Qui vole un œuf volera un bœuf. Qu'est-ce qui va se passer? Essayons de les observer. Ils ont été relâchés, mais si rien n'est fait, dans 10 ans, ils voleront beaucoup plus. Donc, j'insiste beaucoup sur ça. Nous, les enseignants, c'est un échec de nous autres parents, nous autres enseignants. C'est un échec du système éducatif. Heureusement, avec des initiatives comme le Forum national d'éducation qui est en préparation, nous allons essayer, autant que faire se peut, de redonner des lettres de noblesse à notre système éducatif. On espère que la moisson sera véritablement bonne à la fin de ce forum. Bernard Wandji, vous êtes d'accord avec Charles Koum? Il y a une défaillance de la part des parents? C'est-à-dire que si à cet âge, on peut déjà prendre la chose d'autrui. Je suis souvent d'accord avec lui. Il se trouve. Et malheureusement, il y a une évolution qui est assez dramatique. Je disais sur la première page d'un journal l'autre jour, 39% des enfants qui naissent à Yaoundé n'ont pas d'acte de naissance. Donc il y a une déstructuration de la famille. Je ne sais pas si c'est le modernisme, ou si c'est le multiculturalisme, ou si c'est le fait, les jeunes ne se marient plus. Les jeunes filles, maintenant, les deux tiers des naissances au CHU de Yaoundé, c'est des familles monoparentales. C'est-à-dire que la jeune mère qui accouche n'a pas de mari. Les 2 tiers. Donc, tout ça concourt, n'est-ce pas, à cet épisode des 2 enfants, puisqu'il faut le père et la mère pour éduquer l'enfant, solidairement, et lui apprendre à devenir responsable. Si c'est seulement la mère, ça passe d'un côté. Parce que les mamans ont tendance à choyer leur fils, même quand ils font des petites délégations de quartier. Bon, si c'est seulement le père qui est là, il n'y a pas de maman, ça devient aussi un problème. Donc, je ne sais pas comment on peut faire pour renverser les vapeurs, pour que maintenant les jeunes se marient. Et que notamment que les jeunes filles se marient avant de faire des enfants. Okay. Camille Ateba, sur la responsabilité parentale. Moi, je pense que c'est la résultante de la destruction du tissu social. La destruction du tissu social en ce sens que les parents, qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants, avant que ceux-ci n'aillent à l'école, qui n'arrivent entre les mains de Charles Koum et vous-même. Oui, moi-même, ont abandonné leurs responsabilités parce que il faut se lever très tôt pour aller chercher de quoi manger, de quoi vivre. On abandonne les enfants, ils acquièrent donc d'autres connaissances, d'autres mœurs, qui, à un moment donné, les rattrapent au bout d'un temps. Parce qu'aujourd'hui, on va estimer que vraiment 200 000, c'est un peu que... comment je peux appeler ça? C'est un peu violent de les envoyer en prison. Mais déjà, c'est l'acte qui est condamnable. Et là, nous avons vu des parents se lamenter. Ils sont les premiers responsables. Parce que quand ces enfants, nous les accueillons dans des écoles, nous sommes dans un processus continuel qui est parti de la maison. Mais la plupart des parents, comme M. Wandji disait, ne sont plus responsables de leurs enfants. Voyez-vous, il y a des familles où le papa sort à 4h, la maman à 5h30. Si elle est bayam, il faut qu'elle attendre peut-être un cajot de tomates qui va arriver du côté du marché des Touji ou bien d'un Kwabang pour essayer de pouvoir... Oh, les enfants sont abandonnés, ils se lèvent le matin, ils ne savent même pas comment faire, ils se débrouillent à se laver, mettre la tenue, aller à l'école comme ça. C'est des faits qu'on vit. Et l'éducation, c'est la base. C'est la base. Si à la base, on n'inculque pas certaines vertus aux enfants, il est normal que des attitudes comme ça puissent se développer. À l'époque, quand nous étions enfants, on a commencé à me donner de l'argent propre à partir de 12 ans. Ça dit 100 francs pour que j'aille à l'école. Je vois 14 ans même. Mais nous trouvions ça curieux. Parce qu'on se disait que bon, avec 100 francs, je n'ai pas acheté de pain. Mais on s'est arrangé à nous mettre un pain dans le sac. C'était déjà pour nous amener à ne pas avoir le goût de l'argent. C'est plus tard que nous avons compris ça. Donc c'est dit que c'est une éducation qui devrait prendre son socle dès la base et être continuelle dans un processus qui voudrait que les enfants, à un certain âge, aient même peur de prendre la chose d'autrui, pire encore l'argent.
Parce que là, on trouve que 200 000, vraiment, les avoirs qu'on mais c'est l'acte. Bon, aussi, il faut fustiger aussi la rigueur du monsieur, qui s'est montré vraiment très rigoureux, justement, en les envoyant d'un trait en prison. Justement, Bernard Wandi, plusieurs semaines à la brigade de Ngousso, brigade de gendarmerie de Ngousso, et 4 jours à la prison centrale de Kouning. Est-ce que ce n'est pas, pour revenir à l'expression, c'était pas disproportionné pour des enfants de cet âge? Puisque les parents, on les a suivis dans le reportage de Marcelin Garçon, ont essayé ce qu'on appelle vulgairement l'arrangement à l'amiable. Mais le plaignant a toujours... C'était une fin de non-recevoir à chaque fois. Il me semble plutôt que c'est une célérité. Parce que s'ils ont été libérés au bout, n'est-ce pas, de cette période, c'est plutôt rapide. Non, c'est parce qu'il y a eu le ramdam autour. C'est plutôt rapide. Vous savez que généralement, la justice... Il n'était pas condamné à 4 jours. Non, c'est le ramdam qui a eu autour qui a fait qu'on en arrive là. Non, d'une manière générale, la justice chez nous, elle peut être rapide quand elle le veut, comme elle peut traîner quand elle le veut. Donc, dans le cas d'espèce, j'estime même que la période qu'ils ont passée en prison, c'est suffisamment long. Cette période est suffisamment longue pour pouvoir susciter l'éveil auprès des autres jeunes par rapport au mal qu'ils ont fait. Ok. Charles Koun, on parlait tout à l'heure du plaignant. Est-ce que c'était pas dans cette affaire, je crois à partir du moment où on demande un arrangement à l'amiable et qu'il se ferme toujours à la négociation, comment vous analysez son attitude? Je crois que l'attitude du plaignant a été beaucoup plus pédagogique. Parce que vous dites que c'est une fin heureuse, mais elle a servi de leçon. Elle a servi de leçon non seulement pour... Donc vous croyez que lorsque le plaignant, on l'a suivi dans le reportage de Marcelin Garçon, lorsque le plaignant à un moment demande 2 millions, c'est pourquoi? Si on lui apportait les 2 millions, il devait... Bon, il n'allait pas prendre. Moi, je regarde pas l'intérêt beaucoup plus pécunier qu'il a exigé. Moi, je regarde beaucoup plus l'action de la justice elle-même. C'est une action qui a été beaucoup plus pédagogique, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour l'ensemble. Parce que les petits enfants comme ceux-là, 15 et 16 ans, ils croient que, bon, voilà, on peut faire poser des actes répréhensibles et du fait de sa minorité être peut-être... Pourquoi qu'ils en étaient conscients? Voilà. Ils étaient conscients de ce que ça a pu entraîner, de ce que ça... Même pouvait aller jusqu'à la prison de Kouning. Oui, même s'ils ne l'étaient pas, aujourd'hui le sont déjà. Et c'est ça, c'est ce que moi je regarde dans cette action. C'est-à-dire que c'est une action beaucoup plus pédagogique. Ma formation d'enseignant m'oblige un peu à adhérer dans ce sens. C'est-à-dire que moi je vois beaucoup plus le résultat obtenu. Cet emprisonnement, ne serait-ce que vous avez parlé de 4 jours, est pédagogique. Il fallait le faire pour leur donner une leçon, non seulement à eux-mêmes, mais aussi à la jeunesse, aux autres, pour qu'ils sachent que prendre la chose de quelqu'un d'autre n'est pas bien. On aurait même pu les fesser, leur offrir une fessée publique. Voilà. Moi, je suis très... les envoyer en prison. Non, même la prison ou la fessée publique, c'est la même chose. Pour moi, en fait, c'est la même chose. Prison et la oui, la prison de 4 jours et faire quelques jours en prison, 4 jours, c'est la même chose que la fessée. Bon, elle peut déboucher sur autre chose, sur le plan physique, sur l'intégrité corporelle des enfants. Donc la prison de 4 jours. Et là, il y a le moral aussi. Hein, vous êtes sûr qu'ils n'ont pas pris un coup dans leur moral? Oui, mais c'est qu'ils doivent passer par la case de prison. Justement, c'est pour ça reste dans leur histoire personnelle. C'est une option pédagogique, non seulement pour eux, mais pour leurs parents. Il faut que les parents, malgré les arguments proposés tout à l'heure par mon frère, voilà, malgré ces arguments du fait qu'ils sont pas très souvent à la maison, du fait de la recherche du bien-être, du manger, malgré ces arguments, les parents doivent mettre un œil très sérieux sur l'éducation des enfants. Ça ne sert à rien de construire un immeuble, d'avoir un enfant voyou. Il est plus important de mettre l'argent que vous avez à construire un immeuble pour éduquer votre enfant.
Parce que lui pourra construire des immeubles plus tard. Même si vous n'avez pas... J'ai un aîné comme ça, enseignant également. Il a passé toute sa vie à éduquer ses enfants. Il n'a même pas une cabane aujourd'hui. Mais ses enfants aujourd'hui lui ont construit une grande maison. Parce qu'il les a éduqués. Il a passé toute sa vie à éduquer. Toute sa richesse est partie sur l'éducation de ses enfants. C'est ça le plus important. Pour que notre société plus tard ait de bons citoyens, il faut mettre l'insistance sur l'éducation, surtout l'éducation de base. Et ça commence par la maison. Parce que le premier milieu de socialisation... Mais vous parlez de la maison, il y a des enfants qui sont irréprochables à la maison. Tout à fait. Mais lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils sortent du domaine familial, ils vont rencontrer d'autres... On va mettre comme ça des esprits. Pour ça, vous avez vu ce qui s'est passé au lycée bilingue de Tout à fait. Je suis très au courant de la situation au lycée. Oui. Mais je voudrais dire que lorsque les enfants ont un modèle sur lequel ils peuvent s'accrocher, lorsqu'ils ont un cadre qui leur a été inclus au niveau de la maison, l'éducation de la rue aura du mal à prendre le pas sur celle de la maison. Vous êtes sûr? Oui, il faut que les parents soient d'abord eux-mêmes à la maison de grands modèles, de telle sorte que lorsque l'enfant va dans la rue, il a beaucoup plus peur de la réalité. Vous voyez, j'ai souvent dit chez moi, je n'aime pas lorsque les enfants regardent un certain nombre de films à la télé. Bon, les gens me disent souvent, tu leur dis de ne pas voir cela. Mais lorsque tu n'es pas là, ils regardent. Mais je leur réponds en disant, mieux vaut regarder ces films et ces novellas et autres en sachant que papa réprouve cela. Oui. Lorsque ils le savent déjà, là, ils ont inculqué que ça, même comme nous regardons, papa n'aime pas ça. Au lieu qu'ils regardent en sachant que papa va rentrer, il ne dira rien. Voilà déjà là où ça commence. Donc il faut que les enfants aient comme leur modèle, leurs parents, et aussi leurs enseignants à l'école. Lorsque ces modèles-là sont véritablement inclus dans leur inconscient, dans leur subconscient et même dans leur conscience, alors dans la rue, ils peuvent faire face à l'éducation qui leur est imposée par leur père. Comme il y a la société est en procès. C'est la société, tout le tissu social qui est en procès. J'ai parlé du tissu social tout à l'heure. C'est vrai que j'ai développé juste un aspect. Mais je vais parler là en tant qu'enseignant, parce que je me rends compte que j'ai un collègue à côté de moi, pour dire qu'en fait, dans l'éducation, il y a ce qu'on appelle la communauté éducative. Oui. C'est-à-dire, il y a l'élève, il y a les parents, et il y a l'administration. Oui. C'est dans cette administration, on met les enseignants et autres. Oui. Alors, dans cette chaîne-là, si un seul maillon manque à son devoir, l'éducation de l'enfant souffre de beaucoup de choses. Mais il peut avoir un maillon faible, mais les autres doivent tirer. Non, il est difficile, surtout au niveau de la petite enfance. Oui. Parce que ça peut encore être, on peut encore jongler ou alors gérer quand peut-être l'enfant est atteint un âge majeur et il a conscience d'un certain nombre de faits. Mais quand nous prenons des enfants, par exemple à l'éducation de base, il est question de construire un individu totalement. Je vous dis que sur cette chaîne-là, si un seul maillon manque à son devoir, il est difficile. Parce que si le parent à la maison manque, l'enseignant qui prend le relais inculque les valeurs pédagogiques. Parce que dans les ENIEJ et les écoles normales que vous voyez là, on nous apprend le comment enseigner. Et nous faisons en sorte comment enseigner à travers le produit que nous recevons de la maison. Alors si ce produit à la maison, même à la base, est mal monté, il nous est difficile, dans les salles de classe, de pouvoir former un homme. Et quand nous allons l'envoyer aussi au secondaire, peut-être au supérieur, ce manquement-là va le suivre. Vous comprenez un peu? Donc je voudrais dire ici que il est très important que même les parents se remettent même aussi dans ce qu'on appelle une éducation de vie, qui voudrait qu'ils mettent l'intérêt, l'éducation de l'enfant au centre de leurs préoccupations, comme le disait le collègue. Parce que ce que je vous ai dit en début est fondamental. Les parents aujourd'hui sont beaucoup plus habités par un esprit de gain. Ils sortent le matin, ils ont un nouveau principe là, les répétiteurs, ou bien ils sortent là après, ils disent, Mako, garde-moi un peu l'enfant, je viens. C'est très anormal, cette façon de faire. Ceci étant aussi, je vais embrayer en disant que, c'est vrai, il a parlé que c'était une pédagogie haute, mais moi je trouve que c'est une pédagogie répressive.
Parce que même quand il faut corriger des gens, encore que dans le système éducatif camerounais, on proscrit le fouet, on proscrit des sévices qui peuvent amener l'enfant à avoir des... Mais normalement, si vous voulez corriger ces enfants, au travers de la maladresse qu'ils ont affichée, au niveau de la brigade d'Ongousso, ça s'est limité là. Parce que je me dis qu'à la brigade, certainement, ils ont subi des pressions qui les ont amenés à penser qu'effectivement, leur acte était maladroit. Et aussi, les parents se sont déployés pour arranger ce point à l'amiable, mais ce monsieur s'est monté tellement rigoureux au point de l'être traîné à la prison. Mais Charles Comte semble dire que c'était pédagogique. Non, il faut même qu'ils aillent jusqu'à Kondengui. La pédagogie, c'est quoi? La pédagogie, c'est un ensemble de méthodes qui amènent quelqu'un à avoir des capacités de vie, de développement, de socialisation. Mais la pédagogie ne voudrait pas dire... Une pédagogie répressive n'est pas forcément une pédagogie qui vaut la peine ou alors qui vous démontre à suffisance que, après l'avoir fait, vous aurez le résultat escompté. Moi, je pense plutôt qu'au niveau de la brigade, on pouvait encore gérer. Mais quand vous avez des mineurs comme ça, en prison, avec tout ce que leurs parents ont fait pour réparer le préjudice, je me dis que quelque part, il y a un brin d'acharnement quand même. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou quelles sont les relations entre ce monsieur et les familles, mais je me dis que quand même, au travers de cette rigueur farouche, il y a quand même un acharnement. Bernard Wandi, je reviens sur la période. Plus, je crois, 2-3 semaines à la brigade de gendarmerie. Et comme disait Camille, est-ce qu'on ne se serait pas... L'idéal, c'était qu'on s'arrêtait là, que d'aller franchir le cap de la prison. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Non, franchement, on veut comprendre. Parce que Stéphane, je dis Charles Comte, pour lui, il fallait qu'on en arrive là pour que les enfants, que ce soit un enseignement pour eux. Mais quand même, c'est costaud la prison. Non, ça fait prison. École. Oui, ça fait école. Ça fait école. Les autres enfants vont apprendre. Et c'est peut-être la manière dure, hein, parce que la situation se trouve maintenant. Le libertinage complet. Vous voyez 2 enfants qui risquent de provoquer une guerre à Oubala. 2 adolescents. Parce qu'ils aiment une adolescente. Oui. Mais on a vu les conséquences hier. Au Moyen-Âge, on savait que une princesse qui était convoitée par 2 princes voisins, mais 2 royaumes entraient en guerre. Mais c'était déjà des adultes. Mais maintenant, des enfants qui sont au lycée risquent de provoquer une guerre entre communautés. Donc je pense que les 4 jours-là, bon, c'est pas moi qui ai décrété, hein, mais je pense qu'il faut suffisamment amplifier cet épisode pour que tout un chacun, 14, 15, 16 ans, sache qu'il ne faut pas aller fouiller dans le portefeuille de papa, parce que beaucoup d'enfants font ça. Le vendredi, à partir de jeudi, ils se cotisent. Oui. Chacun va soutirer, piquer dans le portefeuille de la maman ou la poche de la veste de papa, juste le montant suffisant pour qu'ils ne se rendent pas compte. Parce que vous ne savez plus trop si vous avez laissé 4 billets de 1000 francs ou bien 3. Vous ne savez plus trop. Vous comprenez? Ils sont malins. Et puis pas tout cotiser, et c'est comme ça que le vendredi soir, samedi soir, ils boivent 3 casiers de ice. Et ils sont 5. Quelque part. Ils sont 5, hein? J'aimerais qu'on comprenne ma logique. C'est-à-dire qu'au vu de la délinquance juvénile actuelle, il faut des mesures fortes. Parce que les jeunes aujourd'hui sont devenus... Ils ne donnent plus le lait, comme on le dit au quartier. La brigade, ça suffit, non? Oui, mais je suis d'accord. La prison, c'est l'absolu. Parce qu'un homme va en prison, c'est l'absolu. Ça veut dire qu'après la prison, c'est la mort. Qui vous dit que c'était pas une façon aussi de leur dire voilà, oui, non, c'était une façon pour la justice de dire voilà, on ne va pas tolérer désormais ce genre de choses. Tara, tu es un parent, hein? Oui, je suis d'accord. Non, moi, j'ai toujours été d'accord sur la punition. Vous savez, c'est quoi la punition? C'est quand on observe un comportement qui est déviant et on applique la mesure qu'il faut pour que le comportement ne se répète plus. Alors, si aujourd'hui, ces enfants ont compris, ils ont réussi à comprendre la leçon. Vous croyez qu'au niveau de la brigade, non, je ne pense pas. Au niveau de la brigade, oui, ça c'est de mon point de vue. Plusieurs semaines. De mon point de vue, je ne pense pas. Il lui fallu qu'ils aient
goûter un peu quelques jours à Kodengue pour qu'ils comprennent. Parce que au niveau de la brigade, on aurait dit voilà, bon, l'affaire a été étouffée et ça devait continuer comme ça. Donc pour moi, il faut des mesures dures, des mesures répressives dures aujourd'hui au vu de la montée de la délinquance juvénile. Ok. Et c'est à travers ces deux cas-là qu'on allait réduire la délinquance. Non, justement, au-delà des deux cas, il faut maintenant des séances c'est-à-dire au-delà de ce qui s'est passé, il faut des séances de sensibilisation en se référant sur ces deux cas-là. Okay. C'est ça l'option qui doit être prise. Ok, merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Oui. S'il vous plaît, pour revenir sur notre le domaine dans lequel j'exerce, c'est-à-dire le combat. Voilà, je voudrais vraiment encourager les autorités qui aujourd'hui essayent d'implémenter les principales revendications du SNICOM, à savoir l'intégration des instituteurs contractuels et le recrutement de nouveaux maîtres des parents et titulaires de CAPIEM et CAPIET. J'encourage les efforts fournis par le nouveau Minedjub aujourd'hui pour implémenter tout cela. J'encourage également les efforts fournis par le Minfopra et ses équipes pour implémenter la dynamique de l'intégration. Politique, là. Non, je suis pas politicien. J'essaye de reconnaître les efforts qui ont été faits. C'est tout. C'est souvent ingrat. Oui. Nous faisons beaucoup plus dans les revendications. Mais il faut aussi reconnaître quand il y a des avancées qui ont été faites. Okay. Voilà. Donc, et pour finir, excusez-moi, I just want to tell to all my friends in my Anglophone friends to say that you have to stop the stupidity. We are all the Cameroonians. We have to solve our problem ourselves in the family. Just that. Merci. Merci Camille, merci Bernard Wandji. Voilà. Merci une fois de plus à vous Charles Combe, merci à toute la grosse équipe de Yaoundé. Je pense à Emmanuel Diop, Joël Essengue, Élisée Bogba, Marcelin Gamsop, Guy Zogo, Aït Cyril qui nous ont accompagnés pendant ces 4 jours à Yaoundé, la capitale. Pour Equinox Soir, on se retrouve donc lundi à la base à Douala pour la suite Equinox Soir. Madame, Monsieur, on prend définitivement congé de vous. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit, en Dorbon.